Samuel Girard, bienvenue sur VH Berries, merci beaucoup. Merci à toi de me recevoir, je suis bien content, bienvenue chez moi. Avec le furet qui est juste derrière. Juste en arrière de moi. Ça dort comment un furet? Ça dort beaucoup. Le mien, je pense que le mien est chanceux de vivre autant dans la maison, que je le laisse autant en liberté. Là, habituellement, les gens ont des pièces pour eux et tout. Là, moi, il fait la bouffe avec moi, il dort avec moi, il fait tout avec moi. Fait que je pense qu'il est quand même chanceux. Il t'accompagne sur l'épaule. Ouais, il se promène sur moi, il est pas tout le temps gentil, il rentre dans les trous. L'autre jour, il a fallu que je fasse un plus gros trou dans le mur pour aller le chercher parce qu'il était rentré dans le mur. C'est pas tout le temps ça, c'est beaucoup cute, mais on voit pas toujours les mauvais côtés, mais on l'aime, il est cute. Le fait qu'il soit cute, on dirait que ça pardonne ses conneries. Absolument. Et du coup, il y a un trou dans le mur derrière. Mais il y a un petit trou pour la télé, là, pour passer le Ah, film de la je télé. pensais que c'était le... Lui, il trouve tous les trous, tu vois, hein, et tous les trous, c'était le seul trou que j'avais pas bouché pour justement pouvoir passer le trou de la télé. Alors là, comme vous pouvez voir, la télé est pas connectée parce que fallait que je bouche le trou, mais le trou est encore ouvert. Probablement que Jean-Georges a enlevé le tape, il est capable d'enlever le tape, il est capable de tout faire, il ouvre les portes d'armoire. En tout cas, il est un peu trop intelligent. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, dans ta carrière. Ouais. 4 séries télévisées. Ouais. Très cool. Le bonheur, qui on peut voir à TVA, justement, avec plein de super bons comédiens. Je suis vraiment chanceux de pouvoir travailler là-dessus. En parallèle, en même temps que ça, je fais L'échappée, qui est un rôle vraiment différent aussi à TVA. Où est-ce que là, je joue on peut le dire, là, un petit Chris, là, un petit maudit. Tandis que dans le bonheur, je joue, tu sais, plus un ado normal, un peu plus sans motivation et tout. Je joue aussi dans La vie compliquée de Olivier, qui est un super beau projet. Puis là, je suis sur un nouveau projet qui n'a pas encore été tout à fait dévoilé, fait que je peux pas révéler le nom encore. Mais je travaille en ce moment là, sur ce projet-là. Fait que vraiment content de faire partie de ces 4 projets. Un nouveau projet avec un nouveau style capillaire qui arrive. Oui. Qui se cache derrière ton bonnet, en fait. Oui, c'est ça, là, j'ai les cheveux qui sont quand même assez longs. Ça fait depuis déjà quelques années que j'ai... dans le sens que c'était à la base une décision de moi-même. Je voulais me faire pousser les cheveux. Donc, pendant qu'on s'était famille, on a comme suivi un peu mon capillaire durant les saisons. Je voulais les faire pousser, fait que le personnage je les faisais pousser. Puis après ça, j'ai eu d'autres rôles qui ont fait en sorte que eux voulaient garder les cheveux longs. À un moment donné, je voulais me les couper, là, je pouvais pas parce que là, j'avais un autre rôle qui, eux, voulaient garder les cheveux longs. Après ça, eux les coupaient un petit peu, là, fallait que ça soit raccord, parce que, tu sais, il y a tout le temps le fait que d'une saison à l'autre, faut que ça fitte. Puis, c'est vrai que ça va que dans un sens. C'est que les cheveux, une fois qu'ils sont coupés, on peut pas les remettre. Ouais, exact. Fait que puis pour éviter du temps là, les perruques et tout, c'est pas évident. Puis dans quel rôle t'as eu des perruques? Non, j'ai jamais eu justement, voilà, j'ai jamais eu. Mais là, fait que là on a réussi justement à ce que tout fit, puis tout soit raccord, puis toutes les productions ont accepté que je me coupe les cheveux. Donc là pour ce rôle-là, je vais me faire couper les cheveux courts, puis après ça, je me fais raser les cheveux le 22 février. C'est Jean-Georges qui dit bonjour. Jean-Georges. Jean-Georges. C'est un nom très original que j'ai trouvé avec mon ami. Ouais, là, sa petite couverte est tombée. Oh, je vais l'enlever. Là, il va peut-être faire un petit besoin sur sa couverte. Non. Excusez-moi. Il voulait faire une petite apparition, là, il voulait dire bonjour. On peut continuer. Il va pas faire ça tout le long de l'année, cette année. J'ai remarqué que tout au long de ta carrière, en fait, tu vas du nord au sud, tu descends le fleuve Saint-Laurent. Ah oui, comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, la première ville où tu as grandi, c'est le Saguenay. Le Saguenay. Mm-hmm. Et ensuite, t'as pris la petite barque et t'as ramé vers le sud. Exactement. J'ai habité au Saguenay jusqu'à l'âge de 4 ans et demi.
avec toute ma famille habite encore là-bas, là, mes grands-parents, mes cousins, mes tantes, pour le travail avec mes parents à la base qu'on est venu ici. Puis on a donc déménagé à Boucherville, qui est un petit coin pas très loin. Oh, Georges, il est en train de faire un petit besoin, là. Il veut pas qu'on le dérange. Donc c'est ça, on a déménagé à Boucherville après le Saguenay pour s'en venir près de Montréal pour le travail de mes parents. J'ai habité donc à Boucherville pendant... J'ai habité à Boucherville pendant quasiment 13, 14, 15 ans dans ce coin-là. Puis là, j'ai déménagé après ça à l'âge de 18 ans quasiment à Montréal en appartement. Puis là, je viens d'acheter ici à Longueuil un petit condo. Bien content. Pour toi, j'ai plutôt l'impression que c'est une évolution des choses qui se fait naturellement. C'était ce changement d'environnement, c'était la suite logique. Changement d'environnement par rapport à... De Montréal jusqu'ici. Ça a été une question aussi monétaire, parce qu'à Montréal, en ce moment, l'immobilier, c'est quand même très dispendieux. Pour un premier condo, j'avais quand même pas un budget énorme. Fait que j'ai décidé d'acheter à Longueuil. Mes parents habitent à Boucherville encore, donc eux étaient bien contents que j'achète près d'eux. Je dis pas que je vais jamais retourner à Montréal, mais je suis quand même quelqu'un d'assez de région de banlieue, tu sais. Je viens du Saguenay, je suis quelqu'un qui aime bien faire du 4 roues, du motocross, des trucs comme ça. Fait que c'est pas vraiment au centre-ville que tu fais ça, on va pas se mentir. Puis mon plan dans le futur, c'est de m'acheter une maison en campagne où est-ce que je vais pouvoir faire un skatepark dans ma grange puis pouvoir faire du motocross. Fait que je pense que j'ai quand même le petit côté. Mon père est né en campagne, justement. Mes grands-parents, du côté de mon père, ont une ferme de boucherie. Fait que quand je vais là-bas, on dirait que je me sens chez moi, je me sens à bonne place. Fait que j'ai l'impression que, oui, j'ai ce côté-là un peu banlieue, campagne quand même assez présent, là. Et avec cette passion du skate, Ouais. ici les routes sont plus larges. Donc forcément, c'était évident. Oui, ça fait déjà depuis l'âge de 14 ans que je fais du skate vraiment à fond, là, que je trippe là-dedans, que ça en est devenu un quotidien, que ça en est devenu un mode de vie, parce que je m'intéresse pas juste au sport, mais je m'intéresse à tout ce qui vient avec, puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment une culture aussi, là, dans le skate, là. Mes amis en font, là, la façon que c'est influencé sur la façon que je m'habille, c'est influencé sur la façon que je parle, la façon que ce que je lis, ce que j'écoute. Fait que tu me fais rire. Toujours le grand sourire, ce Victor. Et puis fait que c'est ça, ça fait déjà plusieurs années que je suis dans ce milieu-là aussi. Fait que j'ai l'impression que ça l'influence aussi beaucoup mon quotidien, ouais. J'ai peut-être l'air très très attentif, mais il y a un voyage qui t'a bouleversé dans ta vie, qui t'a ouvert les yeux. C'est celui qui fait qu'il y a un Il y a de l'encens ici, oui. Exactement. C'est Oui. ton voyage en Inde. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, juste avant de tomber justement dans cette passion du skate-là, je suis parti en voyage, moi, en Inde pendant 3 mois avec mes parents, dans une petite école qui a été créée par des Québécois, qui offre l'école gratuite à des jeunes dont leurs parents ont pas les moyens, qui viennent de milieux vraiment défavorisés. Fait qu'on est allé à Calgary, qui est vraiment un petit village près de Dharwad, qui est la plus grande ville, qui est la ville à côté de ce petit village-là, qui est un village vraiment, vraiment, vraiment religieux. Puis, fait que là-bas, on est allé donner notre temps volontairement. Il y a des volontaires qui viennent de partout dans le monde. Fait qu'il y en avait qui venaient de Colombie-Britannique, il y en avait qui venaient de France, il y en avait qui venaient en tout cas, il y en avait qui venaient d'un peu partout. Puis, on faisait plein d'affaires. Fait que moi, j'ai vraiment, tu sais, j'avais 13 ans, fait que je m'occupais de faire des vidéos pour justement un peu pour faire connaître l'école. Mon frère a donné des cours d'art dramatique, mon père a donné des cours de chant, ma mère était plus au bureau, justement, elle s'occupait plus du marketing. On a parrainé deux petits jeunes là-bas, mon frère, qui sont 2 frères, justement, aussi. On a eu la chance de rencontrer leur famille.
avec la mère qui vraiment, là, traditionnellement, cuisine à quatre pattes avec nu-pied avec l'habit traditionnel, puis elle fait son propre chili, puis c'est sa façon qu'elle travaille avec son mari. Fait que ça a été vraiment dépaysant. Je dirais quasiment le retour a été plus dépaysant de se rendre compte à quel point on est chanceux, puis que c'est différent aussi le fait qu'on s'ennuyait beaucoup des jeunes là-bas. On s'était pas préparé à ça, à s'attacher justement à ces jeunes-là. Fait que le retour a quand même été tough. Mais ouais, ça a été un super beau voyage là, pour résumer le tout. C'est super inspirant parce que tu viens d'utiliser le mot de dépaysement et de nouveauté surtout. Parce qu'on sent que si on peut mettre le parallèle entre ce voyage-là et ta carrière, c'est cette volonté de toujours sortir de sa zone de confort. Par exemple, à l'automne dernier, à chaque nouvelle sortie. Ouais. Ben je pense que ça me suit dans la vie en général aussi au niveau personnel là. Je suis quelqu'un qui veut toujours se dépasser. Je suis quelqu'un de très orgueilleux, fait qu'on dirait que je veux toujours je me pousse vraiment, puis je veux toujours être meilleur, puis justement surpasser ce que j'ai déjà fait dans le passé. Fait que ouais, je pense que ça peut quand même être une bonne façon de décrire là. Justement là, dernièrement j'ai vraiment été chanceux là, durant les dernières années, ça se passe bien pis tout, fait qu'on dirait que ça me donne juste l'envie de pousser encore plus, puis on dirait que je tombe encore plus en amour avec ce métier là pis tout, parce que ben ça fonctionne, puis parce que je me rends compte de plus en plus que j'aime ça, puis que ben, j'ai envie de continuer, fait que ça me donne justement ce pouvoir là de continuer puis de pousser là-dedans. Et puis souvent, ça rentre dans différentes cases, différents registres. Par exemple, il y a la comédie avec Clovis Blanchard. Clovis Blondin. Blondin, exactement. Bien sûr. Clovis Blondin. Qui m'a tué de rire à chaque fois. Effectivement, une comédie que j'ai eu la chance qui est à la base appelée Conseil de famille. Donc, il y a eu 4 saisons de Conseil de famille, une saison de Clovis qui était la suite de Conseil de famille, mais avec une quête différente. Sur Conseil de famille, on se concentrait vraiment, le personnage de Clovis démontrait à sa communauté YouTube, parce que dans l'émission, il y avait une chaîne YouTube qui a été créée aussi par la suite en vrai. Fait que sur YouTube, on peut retrouver des Clovis, des capsules de Clovis Blondin. Mais à la base, c'est vraiment l'émission Conseil de famille qui était basée sur comment survivre à sa famille. Après ça, Clovis a été la suite avec la quête de comment survivre à son secondaire 5. Fait que, ouais, j'ai vraiment été chanceux. Pourquoi tu ris? J'ai des images en tête de certains épisodes où tu t'infiltres chez quelqu'un dans l'étage du haut, avec la personne au ralenti comme ça. Exact, ouais. Fait que ça a été vraiment un super beau projet. J'ai travaillé là-dessus pendant 3 ans, 4 jours de tournage par semaine. De l'âge de 13 ans à 16 ans, on s'entend que j'étais au secondaire aussi en même temps. Fait que j'avais un tuteur sur le plateau. Ça a été beaucoup de travail, mais pour vrai, je remercierai jamais assez les gens. Je suis vraiment chanceux d'avoir fait ça pour moi. Et puis j'imagine que si tu peux nous révéler un peu l'envers du décor, t'as dû enregistrer plusieurs épisodes par jour, j'imagine. Ouais, ben dans le fond, comment ça fonctionnait, là, en 4 jours par semaine, on tournait 2 épisodes. Mais en une journée et demie, on tournait un épisode. Fait qu'en 4 jours, on tournait 2 épisodes. Fait que par semaine, 2 épisodes. Puis c'était toujours comme ça fonctionnait. 3 jours de tournage, une journée de répétition. Fait que le lundi, c'était la répétition. Mardi, mercredi, jeudi, on tournait. Non, mardi, le mercredi, j'allais à l'école de 8h à midi. Je faisais des examens. Après ça, l'après-midi, je voyais mon tuteur. Le jeudi, je tournais. Le vendredi, je tournais. Pour ça, j'avais ma fin de semaine. Puis ça a continué même pendant 3 ans. Très chanceux. Il y a le conseil de famille et tout un tas de séries télévisées qui se passent justement à la télévision. Mm-hmm. Et à côté, on t'a vu au cinéma aussi. Niveau cinéma, ça a été... J'ai pas encore beaucoup plongé là-dedans. Ouais, c'est ça, j'ai 3 rôles. J'ai eu un petit rôle au cinéma. Au niveau cinéma, j'ai vraiment plus fait des trucs au niveau du doublage.
Fait que doublage là, de l'anglais au français. Fait que vraiment là, la voix de certains comédiens, tu sais, j'ai fait le doublage de Hit, ça là, tu sais, le clown là. Le clown super méchant, je sais pas si tu connais ce film-là, mais là-dedans, je faisais la voix d'un justement un des jeunes. Fait que j'ai pu, au niveau cinéma, ça a vraiment plus été au niveau du doublage. Niveau acting, c'est vraiment plus au niveau des séries jusqu'à maintenant. J'aimerais vraiment beaucoup ça pouvoir éventuellement justement plonger dans tout ce qui est film et tout. Puis même la réalisation m'intéresse beaucoup. Mais j'ai moins eu la chance de toucher à ça jusqu'à maintenant, mais j'en doute pas que un jour ça va arriver. Tout va s'équilibrer. Exactement. Aux États-Unis. Ça serait un plan aussi, mais regarde, écoute, le Québec est encore... J'ai encore tellement de trucs à accomplir au Québec avant d'être rendu là. J'ai l'impression que... Oui, c'est sûr que quand j'y pense, j'aimerais ça, mais c'est pas mon but premier, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a tellement, justement, à accomplir puis à réussir au Québec que je vais me concentrer là-dessus en premier. Après ça, on verra si j'en veux plus ou si ça me satisfait. C'est quoi la dernière case à cocher au Québec? Ben, c'est sûr que de faire des films québécois, j'aimerais vraiment ça. Peut-être faire écrire, réaliser puis jouer dans mon propre film québécois. Je trouverais ça vraiment cool. Là. Ça serait quand même vraiment nice. Un film où seul Sam Eloi pourra décider de sa coupe de cheveux. Exactement. Pendant quelques mois, là, j'aurais complètement possession et contrôle de mes cheveux, de mon capillaire. Ouais, ça serait cool. Ça parlera de skate. Écoute. Il y a beaucoup de matière. Ouais. Plein d'inspiration. Plein de passion pour créer. Avec ton furet, on peut toujours s'arranger. Hein. Hey, regarde, ça sera l'histoire d'un furet qui mange un jelly bean puis qui devient énorme puis que là qui prend possession du Québec. Regarde, il fait tomber la Radio-Canada. puis après ça, le pont Jean-Cartier tombe, tout va mal. Là. Gros budget, là, budget hollywoodien. Là. Ça serait plus pire, hein? Est-ce que tu voudrais faire mon personnage principal? Tu fais, dans le fond, toi tu viens, c'est toi qui, dans le fond, t'es l'héros de l'histoire. J'ai jamais joué dans quoi que ce soit. T'es comme Cendrillon, dans le fond. Toi, tu viens à la fin, puis là, tu réveilles le gentil qui, lui, va trouver la potion magique, mais toi, c'est toi qui as donné ce baiser à ce scientifique ou cette scientifique. C'est toi qui décideras à ce moment-là. Si tu veux que l'acteur soit une scientifique ou un scientifique. On t'écrit, c'est quoi qu'on préfère. Je crois que j'ai pas tout compris, mais je te fais confiance. Écoute, c'est tout, j'essaie d'attacher mon bracelet tantôt. C'est toute la créativité, faut pas trop que tu penses, faut que tu te laisses aller dans ces moments-là. Moi, c'est ça que je me dis. À chaque fois que je me réveille pour aller travailler, regarde, je me laisse aller, j'y pense pas trop. C'est quoi tes moyens pour justement atteindre ce flow artistique que tu viens de dépeindre? C'est quoi tes secrets? Je pense que à la base, j'étais un enfant puis je suis maintenant un adolescent qui a beaucoup d'imagination. Là. J'ai passé des heures et des heures à me costumer puis à me parler à moi-même puis à jouer à des jeux quand j'étais jeune. Fait que j'ai l'impression que cette imagination-là est jamais vraiment partie. Je pars dans des trips des fois avec mes amis puis je fais juste commencer ça peut être de rapper, ça peut être commencer à raconter des histoires puis ils sont là puis ils me regardent puis ils sont comme qu'est-ce qu'il dit, mais des fois je pars dans mes histoires puis j'aime ça juste inventer des histoires, m'imaginer des affaires qui se peuvent pas, des affaires farfelues. Mes parents aussi sont très artistiques. Mon père est peintre, il crée des bijoux, mon père est chanteur. Fait que tu sais, on s'entend que je viens d'une famille très 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 artistique. Mon frère aussi, mon frère chante, fait de la télé aussi. C'est
il s'affirme aussi dans tout ce qui est ses vêtements et tout. Fait que je pense qu'on est vraiment une famille qui aime ça, justement, s'assumer, puis se créer, puis justement le démontrer, là. Tu t'affirmes dans la musique avec ton père Matthew. Michael. T'étais proche. Au moins t'avais les... Blanchard, blondin, toujours à côté en fait. C'est correct. Je te pardonne. C'est des noms. Moi non plus, je suis pas bon avec les noms. Je suis bon avec les visages, mais les noms, j'ai de la misère. Mais, donc tu disais... Son influence. Ouais. Qui te suit tout au long de ta vie. Ouais, mon père, j'adore mon père. J'ai toujours idolisé mon père. Quand j'étais jeune, mon père, je dormais avec 8 chandails de mon père dans mon lit. J'en portais un, j'en collais 8, puis je m'assurais qu'il mette beaucoup de parfum parce que j'adorais mon père. Tu sais, mon père, ça a toujours été modèle pour moi. On dirait que je l'ai toujours trouvé tellement beau, je l'ai toujours trouvé tellement musclé. J'ai toujours voulu être plus grand que lui parce que je trouvais que c'était l'homme à être. Puis ben c'est sûr que là je lui démontre peut-être moins, tu sais, je dors pas avec 12 de ses chandails encore aujourd'hui, mais je pense qu'il sait que je l'apprécie beaucoup, puis que c'est vraiment une influence pour moi, puis justement que je suis fier de lui. Il a vraiment un beau parcours, mon père aussi, fait que je pense que oui, on s'inspire beaucoup de lui, puis on suit un peu ses traces, là. Tu suis un peu ses traces, et il y a aussi une force électrique qui vous relie les uns les autres. Cette force électrique qui pourrait combattre le méchant dans ton film. Oui, exactement. Le furet... Écoute, fait que c'est une connexion dans le fond qui vainc tout. Puis là, tout finit bien parce que tout le monde crée des connexions. Puis là, belle fin de l'histoire. Mais moi, j'aime pas ça, les films qui finissent bien. Moi, je préférais si mon film finit pas tant bien, genre. Puis là, tout le monde est fâché, mais tout le monde en parle parce que justement, ça a une fin inattendue. Tu fais une suite après. Tu capitalises sur le succès. Je fais une suite après, ou je peux juste arrêter ça là. Fait que là, tout le monde finit sur sa fin, mais tout le monde en parle encore parce que le monde aimerait ça avoir une suite. Marketing, man. Ma mère, elle étudie en marketing. Je dois leur tenir ça d'elle. On pourrait résumer par ça, par... Ça va. Une petite gorgée d'eau. Toujours. Et Sam et Loa, quand on essaie de reconstituer un peu l'univers qui t'entoure, on a le skate. Ouais. Et on a beaucoup de culture musicale et cinématographique. C'est quoi tes influences? Au niveau je dirais en général que je suis plus influencé par le skate parce que j'ai quand même été élevé dans une famille tellement impliquée dans ce milieu-là. On dirait que dans ma vie personnelle, j'ai toujours voulu un peu me détacher de ça puis pas rester low-key un peu, on dirait là-dedans, puis pas trop... Mes parents m'ont toujours vraiment gardé les pieds sur terre, fait qu'on dirait que quand c'était ma fin de semaine, tu sais, je voulais pas parler de ça et tout. Fait qu'au niveau de la télé, on dirait que, tu sais, j'ai jamais vraiment beaucoup écouté la télé québécoise. Alors, j'ai pas... La télé en général, je suis plus quelqu'un qui écoute des films. Mais fait que je dirais que ça vient plus au niveau du skate, le skate en général, tout ce qui vient avec, comme je te disais tantôt, on en a parlé un peu, toute cette culture-là qui m'influence, le fait de me tenir avec des gens qui sont tellement impliqués aussi dans ce milieu-là que j'imagine que je suis influencé par tous ces gens-là. Puis au niveau musical et tout, ben, tu sais, je suis né avec un père qui est un chanteur à voix, qui fait de la musique classique, qui a aussi déjà sorti des albums de Noël, comme il a déjà sorti des albums plus crooner, avec une mère qui, elle, chante pas du tout, puis un frère qui, lui... fait pareil. Qui fait pareil, mais qui lui a écouté, tu sais, que j'étais petit, puis je l'entendais écouter du Lana Del Rey, fait que tu sais,
j'ai grandi avec toutes plein de sortes de musique autour de moi. J'ai déjà joué dans une comédie musicale Décembre à la Place des Arts pendant 6 ans. Mon père a joué là-dedans aussi. Fait qu'on a fait partie de spectacle-là pendant 13 ans en tout parce que toute la famille a un peu joué là-dedans. Fait que à chaque année, on était à la Place des Arts pour Noël. Fait que j'ai entendu des musiques québécoises de Noël à toute tête. Fait que, comme je te dis, moi, j'écoute beaucoup de rap américain, comme j'en écoute aussi beaucoup de français, comme j'écoute du rap québécois. Fait que mes influences viennent d'un peu partout. Puis, je pense que c'est ça qui fait moi. Là. Après ça, je rajoute un peu de mon grain de sel, puis ça fait Samuel Loin, écoute. Et au milieu de tous ces grains de sel, tu viens de le dire, tu te nourris de toutes ces influences, tu les amènes en toi. Ouais. Mais de l'autre côté, on a un Samuel Loin qui est généreux parce que tu redistribues, tu repartages. Ouais, ben c'est ça, j'ai l'impression que généreux, oui, je pense que je suis quelqu'un qui aime ça donner, mais je pense que je donne à ma façon. J'imagine que je donne aussi sans m'en rendre compte. Je pense que je donne comme je peux donner. J'ai l'impression que peut-être avec mon métier aussi, j'aime les gens viennent me voir parfois puis je trouve ça super touchant justement les gens qui viennent me dire hey, ça fait du bien de te voir, tu sais, dans le conseil de famille, souvent il y avait des familles qui venaient nous voir puis comme on se reconnaît dans ce que tu fais puis tout, puis comme ça nous amène à parler de sujets qu'on n'aurait pas nécessairement parlé. Fait que j'imagine que c'est peut-être la façon que je donne un peu plus que je redonne, mais ouais, je me nourris de partout, man. Je me nourris là. Et j'ai l'impression que ça traduit aussi un autre fait, c'est que les bases et les valeurs qui, par exemple, qui forment la culture du skate ou de la musique, elles sont essentielles et t'essaies de t'en emparer en fait. C'est le socle qui est solide. Oui, mais je pense que ça vient aussi beaucoup ça, je pense que de base, ça vient beaucoup de la famille, là, au niveau de ma famille. J'ai vraiment une famille qui est très proche l'un de l'autre, qui a toujours été très, 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 très généreuse. Dernièrement, j'ai apporté un de mes amis au Saguenay cet été. On allait passer 2 semaines là-bas. Il a rencontré plusieurs membres de ma famille, puis chaque fois, il disait, mais je reviens pas. Comment les gens de ta famille sont généreux. Tu sais, ma grand-mère, elle aime ça donner, elle aime ça, tu sais, la bouffe à tout le temps, t'as faim, t'as déjà de quoi dans la bouche, tu sais, t'es bien nourri, t'es bien logé, les gens sont polis, sont gentils. Fait que j'ai l'impression que c'est un petit peu ancré, là. Je dis pas que je suis poli tout le temps pis que je suis gentil tout le temps, mais je pense que j'ai quand même une famille qui a vraiment fait des efforts pour que je le sois, puis qui m'ont bien élevé à ce niveau-là. Puis après ça, justement, je pense que ça a été, une fois que j'ai volé de mes propres ailes, ça a été à moi d'aller prendre justement les milieux, de choisir les milieux dans lesquels j'allais passer du temps, puis que j'allais justement me laisser influencer. Puis je pense que même si le skate peut avoir justement une image de petit méchant des fois, puis de consommateur, puis je pense qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à cette culture-là, mais il y a aussi énormément de beau, puis juste la persévérance au niveau de l'entraide, au niveau de l'encouragement, au niveau de l'amitié, les belles relations là-dedans, puis de toutes les connexions que tu peux te faire avec ces gens-là. J'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas vraiment d'âge dans ce milieu-là. Il y a du monde de tout âge au skatepark, tout le monde s'entraide, tout le monde se donne des conseils. Moi, j'ai Sean qui est un de nos petits amis à moi puis mes amis, mais tu sais, le gars il a 13 ans, mais il skate comme il est meilleur que moi en skate, là, puis comme on chill avec lui, puis comme c'est cool, puis comme fait que j'ai l'impression que ça relie vraiment beaucoup de gens, puis c'est ça a vraiment des belles valeurs, comme tu disais tantôt, pour revenir un peu
à ta question de départ. Pour créer une sorte de fil rouge. Exactement. De cohérence. Exactement. Rien n'est fait au hasard. Et concernant justement ce socle, ta famille et surtout ta maman, qui t'a aidé à réviser tes textes quand t'étais jeune parce que t'es dyslexique. Dysorthographique. Et dysorthographique. Ouais. Fait que j'ai la misère à... Quand j'étais jeune, moi, là, en deuxième année, je lisais puis j'écrivais pas du tout. Je mélangeais toutes mes consonnes, fait que j'avais vraiment de la difficulté. Mes parents m'ont vraiment épaulé là-dedans. Quand j'ai commencé à faire de la télé, effectivement, ma mère me lisait mes textes à voix haute, oralement, puis je les apprenais avec sa voix, là, qui me parlait. À un moment donné, elle m'a regardé, puis elle m'a dit, si tu veux continuer à faire ça, il va falloir que tu sois capable de les apprendre par toi-même. Fait qu'on dirait que ça m'a comme donné une motivation de continuer, puis ça m'a donné un boost parce que c'était de quoi que j'aimais faire, c'était de quoi que j'aimais lire. Fait qu'on dirait que le fait d'avoir de quoi que t'aimes lire, puis de vouloir lire ça, ben ça me motivait à faire ce qu'il fallait pour être capable de le lire, tu sais. Dans ma maison, chez mes parents, là, il y avait des mots partout écrits sur les murs. Justement, puis l'activité que je faisais avec mon père le samedi soir, c'est qu'il cachait justement ces lettres-là qui étaient cachées au mur dans la cuisine, qui étaient mis au mur dans la cuisine, puis là, il les cachait dans la maison. Fallait que j'aille trouver les consonnes puis les lettres qu'il me disait, parce que moi j'ai mélangé, avec là je me promenais dans la maison, ça doit être ça. Puis là, des fois il me disait va chercher le O, puis j'y revenais avec un U, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là aujourd'hui finalement ça paraît quasiment plus là, la dyslexie, parce que j'ai eu les bonnes ressources, mes tuteurs aussi, là, Joël Dumoulin avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans sur Conseil de famille, m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai eu des tuteurs au primaire aussi. J'ai eu des tuteurs sur d'autres plateaux. Fait que ça a été pas toujours facile, mais écoute, on s'en est sorti. J'ai un secondaire 5. Je suis plus aux études présentement, mais écoute, si je veux y retourner, je sais que je peux, puis que c'est pas perdu. C'est vrai qu'on en parle très peu. Est-ce que toi, t'as senti que ça crée une distance entre les autres personnes de ton âge et toi? Dans certains cas, oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui se font une première impression de toi avant de t'avoir rencontré. Ça peut être certainement par jalousie parfois, ou simplement par mauvaise imagination, par mauvaise prétention, comment on dit, prédiction. Il a pas bien vibé, il a pas bien saisi le vibe, man. C'est ça que je veux dire dans le fond. Mais dis-le comme ça, c'est parfait. Il a pas bien saisi le vibe. Fait que ça fait que des fois justement, il y a certaines personnes qui sont un peu plus restreintes puis un peu plus distantes avec moi, parce qu'ils s'imaginent que parce que je suis acteur, je dois être au-dessus de mes affaires, je dois me penser bon. Puis je suis quelqu'un que je rentre à quelque part, oui, j'ai une confiance en moi, puis ça peut laisser paraître que justement, parfois, si t'as déjà la mentalité que avant de me voir, je me pense bon, puis là j'arrive, puis je parle fort, je suis avec mes amis, puis comme j'ai du fun dans la vie, je suis quelqu'un qui parle fort, je suis pas gêné, je suis quelqu'un de social, je vais aller te shaker la main, je vais te dire yo, moi c'est Sam. Fait ça peut avoir l'air arrogant, mais c'est juste moi, puis j'ai toujours été quelqu'un comme ça. Puis j'ai l'impression que c'est beaucoup ça dans le milieu de la télé aussi. C'est important d'aller serrer les mains puis de faire des nouvelles rencontres, parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas... Plus de gens tu connais dans ce milieu-là, mieux c'est, parce que tu veux justement aller te nourrir de plein de différentes personnes puis plein de différents conseils. Fait on dirait que j'ai cette... c'est ancré en moi de justement parler fort, arriver à quelque part, puis d'être social. Fait que des fois, ça peut faire peur aux gens, mais quand tu finis par me connaître, tu te rends compte que c'est pas ça. Mais tous mes amis que j'ai aujourd'hui, soit me connaissaient pas du tout, ou qui avaient entendu parler de moi de d'autres personnes, puis la plupart me disent « Ouais, j'avais entendu parler de toi, le monde te bitchait, mais sans trop te connaître. » Puis là, j'ai appris à te connaître. Finalement, man, c'est pas du tout ça, genre. Mais... en général, je te dirais que ça m'a pas trop affecté, parce que je me suis toujours entouré de gens qui me connaissaient pas, comme je te dis.
je me suis toujours entouré de gens qui étaient vraiment là pour qui je suis, puis qui avaient pas cette première... parce que veux pas, si tu m'as vu à la télé avant, tu peux avoir une petite... tu te fais une petite idée ou une petite idée préalable à comment je peux ressembler, à comment je vais être. Qui est fausse. Exactement, parce que c'est pas moi que tu vois, mon but dans... C'est Clovis! Mon travail dans la vie, c'est d'être comédien, c'est de donner vie à un personnage qui, à la base, est écrit sur papier. Mais tu sais, c'est pas moi là, qui est écrit sur papier, c'est des lignes qui ont été écrites par des auteurs, puis ils ont pas écrit le rôle en pensant à moi. Fait que... c'est ça, je me suis toujours entouré de gens qui vraiment étaient là pour moi, pour ma personnalité, qui m'aimaient comme je suis. Fait que non, je te dirais que ça m'a pas trop affecté. Et Samélois, pour revenir à la dyslexie et la dysorthographie, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, parce que tu as fait l'école de doublage. Ouais. Le doublage, c'est quand même une discipline qui requiert de... La lecture à première vue, là. Vraiment, ça a été extrêmement stressant pour un petit gars, justement, qui était encore... J'étais jeune, fait que je vivais encore beaucoup avec cette dyslexie-là. Puis du doublage, ça consiste à, justement, lire du texte qui passe sur une bande rythmo qu'on appelle, puis il y a une ligne, puis quand les mots passent vis-à-vis cette ligne-là, mais il faut que tu les dises. Faut que ça sorte. T'sais, puis comme tu le regardes une fois avant, puis après ça, tu y vas. T'sais, fait qu'on t'a lu une fois le texte, puis après ça, faut que tu dises le texte avec l'intention, puis il faut pas que t'aies l'air de le lire, tu sais. Fait que oui, ça a été énormément de travail. Le conservatoire de doublage a énormément aidé parce que c'est des cours, justement, c'est avec des gens qui font ça depuis plusieurs années. C'est un petit peu enseigner vieux de la vieille, là, tu sais, c'est rough, là. Fait que j'avais peur de me faire taper ses doigts une couple de fois. Après ça, t'as un examen devant tous les directeurs de plateau. Ben, pas toutes, là, mais comme plusieurs directeurs de plateau qui font des projets québécois, qui sont là dans la salle, puis que là, ils te regardent faire une scène. Moi, j'avais chié ma scène, man. J'avais chié ma scène. Ça s'était tellement pas bien passé. J'étais beaucoup trop stressé. Finalement, il y en a quelques-uns d'entre eux qui m'ont donné une chance par la suite, puis j'ai travaillé avec eux. J'ai eu la chance de travailler avec eux à plusieurs reprises. J'ai aussi fait des cours de diction en parallèle avec ça, pour la diction, parce que c'est très important, là. Faut que tu parles français international. Fait qu'il y a tout ça aussi, il faut que tu apprennes. Avec les bons mots, les bonnes sonorités. Mais ouais, ça a été très stressant, mais j'imagine que ça a beaucoup aidé aussi. Parce que quand je t'écoute parler avec ton verbal et ton non-verbal, il y a une discipline où tu pourrais devenir un maître et un génie, c'est le stand-up. Parce que j'aimerais vraiment ça. Vibes, pour utiliser ce mot. Ben oui. J'ai toujours voulu, ça m'intéresse vraiment beaucoup, puis je pense justement là, aller faire une formation à l'école de l'humour en stand-up, parce que j'ai besoin de l'aide pour l'écriture, justement, surtout, là, après ça, le deliver, je pense que je suis capable de lui donner. C'est vraiment plus au niveau des punchlines pis des trucs là que j'ai besoin d'aide, fait que j'aimerais vraiment ça aller justement prendre des formations pour m'aider là-dedans, mais c'est drôle que tu parles de ça parce que c'est vraiment dans les plans futurs de faire ça, là, éventuellement, ça m'intéresserait vraiment, ouais. On a trouvé la case finale. Exact, c'est ça, là, dans le fond, le film qu'on parlait tantôt, c'est avec ça qui finit. C'est un stand-up du gros Jean-Georges énorme, là, qui a mangé un jelly bean. À la fin du film, ou? Ouais, à la fin du film, Jean-Georges, il a tout brisé Montréal, puis il fait un stand-up ovation, puis il est comme merci tout le monde pour cette guerre mondiale de Jean-Georges. Jean-Georges, il dort en ce moment. Est-ce que tu sais que je me le fais tatouer? Je me fais tatouer Jean-Georges. C'est vrai. Essaie de te lever un peu pour qu'on le voit. Je me suis fait tatouer Jean-Georges Forêt, maman. Il est beau en plus, là. On dirait le vrai, là. Il est en colère. Tu veux qu'on le mette à côté? Tu veux voir? Je veux bien, ouais.
Puis si on le fait bailler, tu vas voir que c'est pareil. Là. C'est une vraie photo de Jean-Georges. Ah, mais forcément, quand il baille, il l'ouvre... Il a l'air d'un petit maudit, là, quand il baille. Check si on le flatte un peu, là. Il a toujours les yeux fermés. Il est super concentré. Il est vraiment endormi, là. Check, attends. Jean-Georges. Baille un petit peu, là. Ah, là, il est vraiment endormi en ce moment, là, Jay. Comment tu le présenterais? Si tu fais une description physique. Jean-Georges, avec son corps de serpent et ses grandes dents. Vous en serez... Non, mais vraiment, il est vraiment cute, Jean-Georges. Il est très gentil, là. Il s'est réveillé. Il va s'endormir dans le temps, là. On va le garder. Il y a un tatou, lui aussi. Est-ce que quand tu l'as adopté, dans son oreille, il était... il avait quel âge? 2 mois. Donc il était... tout petit. Tout petit. Ouais. Il était gros comme ça, genre. Il est tout petit. C'est une belle évolution. Ouais. Un peu comme l'extension... Je suis un peu allergique à Jean-Georges, par contre. Fait que quand je donne des bisous, là, je commence à tuer un peu. Là. C'est problématique. Mais je m'en suis rendu compte après l'avoir acheté, tu sais, fait que... J'ai comme plus vraiment le choix de vivre avec. Mais c'est vrai que, pour reprendre l'image de Jean-Georges qui grandit, il prend de l'expansion comme tes projets et ta carrière. I guess, genre, si je regarde ça comme ça va bien, les trucs vont bien, je suis vraiment chanceux en ce moment, j'ai l'impression que durant les dernières années, j'ai vraiment réussi à démontrer une autre facette de mon jeu que j'avais pas eu encore la chance de montrer. J'ai eu la chance de jouer dans plein d'émissions jeunesse, mais j'avais pas eu encore l'opportunité de jouer un personnage plus méchant, là, un personnage avec un plus gros caractère, puis j'en ai un gros caractère dans la vie, fait que j'ai pas de problème à le jouer, puis je voulais montrer ça, j'attendais d'avoir le personnage pour le faire, puis là avec Manu dans l'échappée, ça a super bien fonctionné, les gens ont l'air d'apprécier le personnage, là ça va être ma 3e saison avec eux, je suis bien content. En parallèle à ça, là, j'ai dans le bonheur, justement comme je disais tantôt, c'est de la comédie, c'est de quoi de super différent, fait que dernièrement je suis vraiment content de pouvoir avoir la chance d'avoir différents projets avec plein de différents thèmes, puis plein de, tu sais, un plus dramatique, une plus comédie, fait que c'est bien content. Dans le fond, t'es vraiment passionné sur différents niveaux et différents domaines, fait que il y a vraiment une diversité. On pourrait pas te décrire en un seul mot. Non, j'ai joué longtemps au hockey aussi, j'ai joué pendant 10 ans au hockey, puis quand je jouais au hockey, avant d'avoir plusieurs passions, quand j'étais plus jeune, c'était plus difficile, j'étais toqué sur une affaire, fait que mettons que j'aimais le hockey, je pouvais juste aimer le hockey, je pouvais juste penser au hockey, je pouvais juste jouer au hockey, je pouvais juste regarder le hockey. Tu sais, je pouvais pas, mettons, jouer au hockey puis faire du skate. Ça se pouvait pas dans ma tête. Fallait juste que je joue au hockey ou juste que je fasse du skate. À un moment donné, j'ai fait le même trip avec la guitare. Fallait que je joue de la guitare, fallait que je dessine les guitares, fallait que je pense à la guitare, fallait que je fasse des cours de guitare, fallait que j'aille une guitare. Fait que, éventuellement, avec les années, j'ai réussi à apprendre à être capable d'avoir plusieurs passions, plusieurs niveaux d'intérêt, mais c'est ça, non, effectivement, ça serait difficile de me décrire en quelques phrases. J'ai l'impression que j'aime vraiment plusieurs trucs dans la vie, puis j'ai essayé plein de sports, mais ouais, j'ai joué au hockey longtemps. Petit parallèle par rapport à ça, là, mais ouais, ça serait difficile de décrire mes intérêts en quelques phrases. Et concernant tes rôles dans les séries télévisées, donc il y a L'échappée. Le bonheur, Léa Olivier, une autre affaire que je peux pas parler encore. Mais pour revenir par exemple à L'échappée, c'est un rôle qui t'a vraiment épanoui parce que t'as vraiment pu explorer de nouvelles facettes de mon jeu. De ton jeu, de ta personnalité. Ouais. Comment tu t'es
préparé et mis dans l'ambiance? J'ai l'impression que ben tu sais, je suis quelqu'un, comme on disait tantôt, qui imagine beaucoup. J'ai aussi comme côtoyé, ou en tout cas il y a des gens qui sont passés sur mon passage qui m'ont peut-être donné un peu cette inspiration là, tu sais. Fait que je gobe beaucoup, comme on disait tantôt, je me nourris beaucoup, puis je suis quelqu'un qui... Je suis scorpion dans la vie, je sais pas si c'est ça qui fait ça, mais tu sais, j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour analyser quelqu'un puis de comprendre quelqu'un, tu sais, puis comme... T'as-tu peur, là? Non, mais dans le sens, je saisis les gens vraiment rapidement. Si j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Si j'aime pas quelqu'un, j'aime pas quelqu'un. Puis, tu sais, absolument, je me trompe pas, là. Je vais pas back-up vraiment sur ma décision, même si ça fait 4 mois que je lui donne la chance à la personne de se prouver. Ma première impression, habituellement, se trompe pas. Fait que j'ai l'impression que je gobe beaucoup, puis que, justement, fait que, j'imagine que c'est plus avec les années, un peu, avec tout ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai écouté, ce que j'ai... tu sais, il y a eu beaucoup de films aussi qui m'ont inspiré pour le personnage. J'ai quand même, comme je te dis, un gros caractère, fait que j'ai quand même sorti beaucoup de ma personnalité pour... ça fait bizarre de dire ça, là, pour un rôle qui se fait arrêter, mais... En plus, là, durant les dernières saisons, Manu a un super beau côté, puis on se rend compte qu'il y a vraiment un côté... il est vraiment près de ses émotions et tout. Fait que je pense qu'il y a quand même beaucoup de moi aussi dans le personnage de Manu. C'est ça. Comment tu le sens? De J-22? J-22? C'est quoi J-22? Le rendez-vous? Ah, jour 22. Non, ça veut dire quoi exactement? C'est une expression... Jour moins 22. Donc, tous les jours, t'enlèves, ça fait 21, 20. C'est un countdown. Ah. On pourra le mettre dans le film. J'avais jamais entendu cette... Oh, genre, je pourrais dire ça. Aujourd'hui, c'est le jour moins 22. Puis là, c'est là qui détruit Montréal. Ça serait pas pire? C'est comme dire c'est le jour J, c'est ça? C'est la même chose. Exactement. Mais j'avais jamais entendu. Regarde, hey, je vais me coucher tellement moins niaiseux à soir. Là. Hey, aujourd'hui j'ai appris le jour, moi. 22. C'est quoi ça veut dire? Alright. T'as une question? C'était un constat. Je voulais savoir comment tu te sentais. Je me sens bien. Je me sens très bien. Parce que souvent, les nouvelles coupes de cheveux, c'est souvent associé à des nouveaux départs. On pourrait dire ça. Ben, c'est sûr que tu sais, je le fais aussi beaucoup pour relooker le tout. Ça fait plusieurs années que j'ai les cheveux longs, fait que je veux, on dirait, me donner cette chance-là, peut-être de... Ça fait plusieurs rôles, justement, que je me vois avec les cheveux longs, fait que là, on dirait que pour que les gens puissent imaginer d'autres types de rôles et tout, pour voir ce que je peux faire. J'ai l'impression que ça va me donner peut-être une tête un peu plus agressive. Fait que peut-être que ça va me donner un peu plus de rôles un peu plus agressifs. Ce que je dirais pas non, j'aime bien ça jouer des rôles agressifs. Ça me fait défouler. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai les cheveux longs. Fait que le 22 février, c'est fini. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Qu'est-ce qui t'attire autant dans ces rôles agressifs? C'est l'énergie que tu dois donner. Ouais, puis on dirait que c'est des scènes que... Tu sais, dans le sens que dans la vie, j'ai l'impression qu'en général, on doit se contenir, puis on doit gérer des situations de manière genre de manière civile là, de manière correcte, puis justement dans ces rôles là des fois il y a certaines scènes où est-ce que c'est pas des réactions qui sont normales ou des trucs comme ça, fait que c'est cool de pouvoir jouer ça, puis de pouvoir s'imaginer comment toi tu réagirais, comment ton personnage réagirait, puis de faire un mix de tout ça pour que ça donne de quoi de crédible, genre. Fait que pis c'est une adrénaline qui est cool aussi, là, quand tu joues, pis que
Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je suis tellement dans la scène qu'on dirait que j'oublie que je suis en train de jouer, tu sais. Je suis tellement à l'aise avec le texte que je lis sur le bout des doigts, puis je peux vraiment juste me concentrer sur jouer. Puis là, je suis tellement dans la scène que des fois, ça arrive que... Tu sais, pour te donner un exemple, dans l'échappée, mettons, j'avais une scène où est-ce qu'il fallait que je rencontre la dame qui m'a élevé toute ma vie, mais j'ai tué son fils à cette dame-là, qui était mon meilleur ami. C'est la première fois qu'on se rencontrait depuis l'accident, puis elle a le cancer. Moi, c'est la première fois que je la voyais. Elle a pogné le cancer depuis la dernière fois que je l'ai vue. Fait que c'était une scène vraiment très émotive. Fallait que je pleure à chaudes larmes. Puis la maquilleuse est venue me voir en me disant, tu sais, si jamais je peux t'aider avec des gouttes, là, pour que ça coule plus. Puis je tenais vraiment à le faire par moi-même, là, que ça vienne, que ce soit des vraies larmes, puis que ce soit vraiment, tu sais, que ce soit fait par moi-même. Puis ça a super bien fonctionné finalement. Là, je suis vraiment parti à brailler. Puis là, quand il a dit action, il a dit couper, on dirait que là, je me suis rappelé, oh, c'est moi qui pleure. Puis dans la vie, j'ai ça pleurer devant les gens. Je suis vraiment quelqu'un de gêné quand je pleure. Fait que là, je me suis levé, je suis allé me cacher dans un coin, je me cachais les yeux. Puis là, il était comme, on va la refaire. Puis là, j'étais comme, ouais, on va la refaire. Puis là, on l'a refait. Finalement, on l'a fait 3 fois. Puis ça s'est super bien passé. Mais tout ça pour dire que j'aime vraiment ça, ce petit moment-là, là, où est-ce que t'es tellement dans la scène que t'oublies que t'es en train de jouer, là, je trouve ça cool. Et du coup, on t'a proposé de mettre des fausses larmes, je savais pas que ça existait, Ouais, ça existe. Il y a des comédiens qui... Ça arrive des scènes... Mais souvent, j'imagine qu'ils le font plus quand... Tu sais, c'est des scènes où est-ce qu'ils... Tu sais, c'est, mettons, en comédie, des fois, où est-ce qu'il faut qu'ils braillent à chaudes larmes, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de galoper, tu sais. Il y a rien de triste là-dedans, tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça peut être difficile de... Surtout si tu trouves ça drôle de puis qu'il faut que ça soit super exagéré et tout. À ce moment-là, ils vont peut-être mettre des fausses larmes parce que t'as tellement pas envie de pleurer, là. T'as rien de rire quasiment, fait que c'est un peu dur de faire couler des larmes à ce moment-là. Fait que là, ils vont peut-être venir aider là-dedans, mais dans des scènes émotives, c'est un peu... T'sais, moi, j'aime bien. J'ai pas la facilité de le faire, là. Je suis pas capable de juste pleurer de même. Mais si je me mets un peu dedans, puis je sais que je suis capable de le faire. Fait on dirait que puis comme pour revenir un peu à plus tôt ce que je disais, je suis orgueilleux. Fait que j'ai envie de tout le temps me surpasser. Puis je sais que je l'ai fait une couple de fois. Fait que on dirait que ce serait trop facile de dire ah ouais, fais-moi des gouttes, tu sais. Je sais que je suis capable de le faire, c'est mon métier, j'ai envie de le faire au complet, tu sais. Tu veux toujours prouver. Ah, je me prouvais à moi-même, prouver aux autres après, c'est sûr. On veut pas de ces fausses gouttes dans notre film. Mais non. Nous, ça va être que des vraies scènes. Jean-Georges, je vais brailler, mon gars. Il va bailler et brailler. Bailler et brailler. Quand il va être en colère, il va être en colère pour vrai. On va le sentir dans ses yeux. J'ai déjà commencé à le coacher, là. On s'assoit des fois sur le divan. Puis là, j'ai dit, Jean-Georges, je pleure. On s'est pleuré. Est-ce que ça existe, les acteurs furets? Jean-Georges sera le premier, man. Dans les films pour enfants, souvent, ils mettent des petits animaux. Mm-hmm. Qui sont élevés, ils sont bien gentils. Dans Le Bonheur, justement, il y a un chat. Il y a un chat pas de poils. Qui faisait partie des comédiens. Il était dans quasiment toutes les scènes. Fait qu'il y avait une madame engagée par la production sur le plateau qui, elle, s'occupait de train le chat. Train le chat pour que quand il dit de rester là, il reste là. Donc c'était cool. Samélois, ce serait quoi ta mission en faisant du cinéma? Ma mission, comme mon but ultime un peu. Mais comme on disait tantôt, je pense que le film, le fait de réaliser puis de jouer dans mon film, ça j'aimerais vraiment ça. Sinon d'autres buts que ça, ben on parlait un peu tantôt des États-Unis, c'est sûr que ce serait quelque chose qui, dans un futur peut-être que j'aimerais, ben c'est sûr que j'aimerais ça. Si l'opportunité vient, c'est sûr que je l'attrape. Mais je veux pas mettre la barre trop haute non plus. T'sais, je veux pas être déçu. J'ai tendance à keep it real. Là. J'ai tendance à rester réaliste dans ce que je souhaite. Mais sinon, c'est ça. Au niveau plus personnel, là, comme je te disais tantôt, là,
d'ici 3-4 ans, là, avoir ma terre avec une grande cour, ma grange, puis mes motocross, puis mon skatepark dans la grange. J'aimerais bien ça. C'est pas mal le but. Ça, c'est pas mal la mission personnelle, puis mission... mettons qu'on se dit, d'ici 4 ans, ça, ce serait personnel, puis au niveau plus professionnel, je dirais peut-être d'ici 4 ans, d'avoir rejoué dans une série où est-ce que je suis un rôle où est-ce que j'ai un rôle principal, là, ou est-ce que c'est vraiment, tu sais, c'est un rôle très important. Je fais des rôles principaux, mais dans le sens que comme un projet qui demande vraiment de l'ampleur puis beaucoup de travail. Puis peut-être d'avoir travaillé dans un petit film, mais comme je te dis, je veux pas mettre la barre trop haute, puis je suis vraiment, comme je veux pas me décevoir dans la vie, puis j'ai tellement aucun contrôle sur ce qui arrive que je me laisse pas mal aller. Mais par contre, au niveau personnel, la grange, puis tout ça, je peux faire en sorte que ça arrive. Comment t'arrives à mettre un peu des frontières entre ces deux mondes, donc le personnel et le professionnel? Parce que j'ai l'impression que chez toi, c'est quand même intrinsèquement lié. Oui, mais comme je te dis, je pense que je le fais Jean. La meilleure façon que je le fais, je pense, c'est... Pourquoi, là? Il est d'accord avec ce que j'ai dit. C'est ça. Je pense que la meilleure façon que je le fais, c'est... mes amis le savent. Mes amis savent que je veux pas parler de ça quand je suis avec eux. Puis j'apporte pas le sujet, ils apportent pas le sujet. Quand des gens de l'extérieur qu'on connaît pas trop, qu'on est en train de chiller, l'apportent, on est capable d'en parler, y'a pas de problème. Mais habituellement, c'est même eux qui sont du genre à dire ils aiment pas trop ça parler de ça, parce que je suis du genre à justement tellement vouloir que les gens m'aiment pour que je suis, puis pas vouloir profiter, parce que souvent les gens vont penser que c'est un avantage. C'est pas ce que j'ai l'impression. Mais c'est ça, je veux pas. Il y a tellement de perceptions par rapport à ça que je veux pas. Je veux vraiment keep it le plus low-key que je peux. Mais je pense que la façon que je le fais le plus, c'est vraiment en gardant justement, en choisissant mes amis, en choisissant avec les gens avec qui je me tiens, les gens que je veux qu'ils soient dans que je veux qu'ils fassent partie de ma vie. Je suis quand même très picky par rapport à ça. Puis je pense que je réussis à bien le faire, là. Et dans un registre un peu plus personnel, l'an dernier, t'as vécu un accident de voiture. Ouais. Un gros accident de voiture. Ça fait déjà 2 ans et demi que j'ai mon permis de conduire. J'ai eu ma première voiture vraiment très rapidement. Là. Je suis quelqu'un qui est très rapide aussi au niveau d'envie. Je suis rendu à 19 ans, j'ai mon premier condo. Quand j'ai eu la chance d'avoir ma voiture, je l'ai eu la plus rapidement possible. Même chose pour le permis. Fait qu'avant d'avoir mon petit Ford Ranger que j'ai en ce moment, le petit pick-up que vous avez vu en rentrant, j'avais une Subaru. Puis par chance, parce que c'est un char qui a bien tenu, mais je suis arrivé à Boucherville, j'allais chiller avec un ami, puis il y a une voiture qui est arrivée, un gars en état d'ébriété qui est arrivé dans une curve, il a perdu le contrôle, puis il était dans ma voie. Moi, je m'en venais à 40 km/h, lui, il roulait 100, puis il était en train de perdre le contrôle, fait qu'il driftait, puis c'était dans une curve, fait que j'ai jamais vu rien arriver, puis il m'a rentré face à face, puis perte totale. Mon ami, lui, me suivait en arrière, fait qu'il m'a rentré dans le cul, fait que là, ça a fait sandwich. Ça a été cool, Puis après ça, j'ai eu un char de location. Une semaine avant d'aller le reporter. Une journée avant d'aller le reporter. Il y a quelqu'un qui est passé sa lumière rouge puis qui m'a rentré dedans. Puis après ça, j'ai pogné un petit accident avec le Ford Ranger quand je l'ai eu une semaine après. Parce que je suis tombé sur un plus gros pick-up que le mien. Avec un marchepied illégal. Puis qui m'a breaké d'en face, puis qui s'est mis dans la voie opposée. Puis là, encore une fois, il y avait des chars qui s'en venaient dans la voie. Fait que c'était soit un autre face à face ou une petite scratch sur le côté. J'ai choisi... La façon dont tu le racontes. J'ai choisi la petite scratch sur le côté. Finalement, je l'ai réparé, là, mais c'est ça.
Fait que j'ai pas été très chanceux pendant un petit moment. Je sais pas trop c'est quoi qui se passait là autour. On dirait que... Je sais pas. Il fallait peut-être que je sois puni fallait que je me fasse taper ses doigts de je sais pas trop quoi, mais... Écoute, on touche du bois. On veut plus que ça arrive, des accidents comme ça. Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de travailler? Est-ce que ça a déclenché des choses? Je suis tellement pas quelqu'un de nerveux je suis quelqu'un d'anxieux dans la vie, mais je suis tellement pas quelqu'un de nerveux qui... Je suis très téméraire, je suis quelqu'un qui est... Dans le sens, je fais attention de moi, mais je fais pas toujours très attention de moi. Là. Je fais du skate, je fais du snow, fait que je suis très téméraire, j'ai pas peur de me blesser. Pendant les semaines qui ont suivi, je vais être honnête avec toi, j'étais quand même vraiment stressé sur la route, là. C'est normal. Puis encore aujourd'hui, je t'avouerais que je suis quand même marqué de ça, dans le sens que, pas sur ma conduite à moi, mais sur la conduite des autres. J'appréhende vraiment beaucoup plus la conduite des autres. Je me rends compte que les gens conduisent vraiment pas bien. Puis, fait qu'on dirait que je suis souvent en train d'appréhender. J'ai souvent la main proche de mon klaxon pour être sûr que je me fasse pas rentrer dedans. Fait que je pense que je suis plus vigilant par rapport à ça. Mais sinon, en général, avec mon travail et tout, là, ça a pas vraiment eu d'impact. Je pensais plus à mes lois en termes de philosophie, de se rappeler que... Ben c'est sûr, ouais, la philosophie au niveau de la philosophie, c'est la mortalité. C'est quick, ouais, exact, ouais. Ça pourrait... Tu sais, je parlais avec les policiers, avec les ambulanciers après, pis il était comme... On comprend pas que t'as rien, là. J'avais un petit mal dans le dos pis dans le cou, là, mais comme... On comprend pas que... Moi non plus, je comprenais pas, là. Je suis sorti de l'auto, là, en 5 secondes après de m'être fait rentrer face à face. Je pensais que mes jambes allaient rester dans le char pis que mon corps allait dropper, là. Fait que... oui, c'est très rapide. Pis c'était aucunement de ma faute, là. Moi, je roulais 40 dans la zone de 40, puis même, je roulais probablement en 30 dans la zone de 40. Fait que... ça peut... ça me fait très... Après ça, j'étais comme... Yo... C'est pas parce que je pensais que c'était moi qui avais complètement contrôle de ce que je faisais avec ma vie. C'est puis comment je gérais ma santé, comment je gérais tout ça. Mais je me rends compte que ma vie est aussi dans les mains des gens que je connais pas sans le savoir. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. J'ai ma vie joue sur plein de situations que on dirait que tu penses pas au début. Là. Tu te dis pas... quelqu'un qui va me rentrer dedans, là, tu sais, dans la vie. C'est une énorme équation. Ouais, c'est bizarre un peu de penser à ça après. Tu te dis... ouais. Comme, je veux bien me faire attention à moi, mais il faut que le monde fasse attention à moi aussi. Tu comprends ce que je veux dire? M13 TKA, est-ce que c'est cette plaque-là? M13 TKA, c'est la plaque de la Subaru, ouais. Je l'ai gardée, man. Ben non. On s'ennuie de la Subaru, elle était cool, mais je me sens vraiment mieux dans le pick-up. Je me sens plus en sécurité dans le pick-up pas mal. Parce que je suis plus haut, fait que là, les gens ils ont plus peur de moi un peu quand j'arrive. Là. Je suis plus posé un peu comme... La Subaru, j'étais un peu téméraire aussi avec la Subaru. Là. Je l'avais modifié un peu, là. J'avais fait des petites affaires là, avec les Macs blancs, les gros pics rouges. C'était marqué body dans le windshield. J'étais un petit peu plus téméraire qu'avec le pick-up, mettons. T'étais plus téméraire qu'avec le pick-up, mais si on prend par exemple tous tes projets à la télé et au cinéma, c'est quand même toujours des expériences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ouais. Est-ce que il s'est passé des trucs assez fous, mais dans un autre registre? Hey, plus dans le côté, ben il y a plein de trucs spéciaux qui se sont passés pendant des plateaux. J'ai déjà cassé la dent d'un technicien sur un plateau parce que j'étais en train de montrer à une actrice comment craquer une chainsaw, puis qu'il y a un technicien qui passe en arrière de moi, puis au moment où je craquais la chainsaw, ça y a fait couper la dent. Il a fallu qu'il aille voir les assurances. Le réalisateur est venu me voir après, puis il m'a dit... Non, je vais pas dire ça. Mais je peux vous le dire pour vous dire, mais... Va falloir que tu mettes ça... Je te le dirai après, parce que je veux pas que tu mettes ça là-dedans.
Puis, mais tout ça pour dire que oui, c'est ça, j'ai déjà cassé la dent d'un technicien. Sinon, ben tu sais, juste le fait que en général, j'ai quand même fait mon 3 ans de mon secondaire quasiment sur un plateau. C'est quand même assez spécial là, de se dire ça. Sinon, il y a plein d'affaires. J'ai créé des super belles amitiés aussi sur des plateaux. Il y a plein de super belles trucs qui se sont passés. Mais des grosses péripéties, j'en ai pas tant que ça. Faudrait que j'y pense. La première audition que j'ai faite à vie dans ma carrière, mais je l'ai pas fait finalement, mais j'avais 5 ans. Mon frère avait 7 ans, puis on passait l'audition pour le même rôle. Puis je suis arrivé dans la salle d'audition, puis j'ai choqué. J'ai fait non, moi je fais pas ça. Là. Fait que finalement, j'ai pas passé l'audition. Mon frère a passé l'audition. Mon frère a eu le rôle. Fait que finalement, c'est ça qui a tout commencé, parce qu'après ça, moi j'allais sur le plateau de tournage que mon frère travaillait. Fait que là, les réalisateurs ont commencé à me spot des fois parce que je traînais là. Puis là, après ça, quand ce projet-là est terminé, il y a un autre projet qui a été créé par la même boîte de production, par la même équipe. Fait que on m'a fait appel. Puis là, j'étais rendu un peu plus vieux. J'avais 7 ans. Fait que ça, c'est le premier rôle que j'ai eu qui était Les Argonautes à Télé-Québec. Que j'ai travaillé là-dessus pendant 5 ans. Fait que ça, c'est une autre petite péripétie. Sinon... Tu te contentes des choses simples. Ouais, je me contente mais je pourrais. On dirait que j'essaie de rester professionnel et tout. Là, c'est quand même un métier. Fait que j'ai pas fait de grosses conneries. J'ai pas fait de trucs. J'essaie de rester droit puis d'être à mon affaire le plus possible. Mais vite comme ça, je pense pas à d'autres trucs. Je suis désolé, j'aurais aimé ça être plus intéressant sur cette question. Mais il y a un autre endroit où tu peux être très intéressant, c'est est-ce que tu aurais des conseils pour les acteurs? Ben moi, c'est sûr que j'ai vraiment comme on peut voir depuis tantôt, là, j'ai pas un parcours classique dans ce milieu-là. Souvent, les gens vont faire des écoles, justement, pour apprendre. Puis après ça, vont commencer avec de la figuration, vont s'inscrire dans une agence, vont commencer avec de la figuration tranquillement. Puis là, tu vas te faire voir de plus en plus, puis là, tu vas peut-être pogner un plus gros rôle, puis là, un plus gros rôle. Puis c'est un long processus. Moi, j'ai eu la chance de travailler, premier projet que j'ai eu de ma vie, 5 ans de temps, 5 saisons. C'est quand même vraiment une chance que peu de gens ont. Puis, en parallèle avec ça, pendant ce projet-là, je travaillais sur d'autres projets. Fait que c'est sûr que c'est spécial comme parcours, puis c'est rare. Mais je suis vraiment content. Je dirais donc aux gens en général, dans la vie en général, pas nécessairement juste avec le métier de la télé, mais je pense que si tu veux... Je pense mon petit truc pour un peu réussir dans la vie, c'est juste de s'accrocher à une passion. Ça fait des années que je le dis, ou de s'accrocher à une passion ou à un intérêt qui t'intéresse, puis comme foncer, d'y aller, puis de faire que ça marche. Tu comprends? Comme moi, quand j'étais jeune, je sais que le hockey m'a vraiment beaucoup aidé à me sortir aussi de la dyslexie puis tout, parce que je savais que ok, là je fais mes affaires, je fais mes devoirs, je fais mon 1 heure de devoir, mais après ça j'ai une pratique de hockey, je vais aller me défouler, je vais aimer ça, ça va me faire du bien, tu sais. Même chose avec le skate. Fait que ouais, je dirais que ce serait de s'accrocher à une passion, s'accrocher à un intérêt, puis de foncer après ça quand tu l'as trouvé, de comme des guédines. Cette notion du bien-être, elle est essentielle. C'est vraiment une illumination quand tu m'en parles. Ah ouais, hein? Oui, mais j'aime, dans le sens, on a une vie à vivre, faut autant bien et faire en sorte d'être bien. Tu sais, c'est vraiment ce que je veux dire? Ce serait plate d'être malheureux, là. Ça serait longtemps. Tu sais, j'ai 19 ans, il y en a une couple d'années à vivre malheureux si je l'étais, là. Fait que je me dis, écoute, je vais faire en sorte de l'être le plus possible. Puis après ça, le reste devrait bien se dérouler. J'en doute pas. Est-ce que tu médites? Non, tellement pas, là. Je devrais tellement méditer. En plus, on en a pas beaucoup parlé, mais je suis quand même vraiment quelqu'un de très, très anxieux.
J'ai déjà été médicamenté pour l'anxiété aussi. Mais très anxieux, là. Comme j'ai un diagnostic d'anxiété. Puis, écoute, ça a l'air que je réussis à deal avec ça. Mais tu vois, la télé me stresse pas du tout. C'est vraiment quelque chose qu'on dirait que c'est trop ancré en moi. Ça fait trop longtemps que je fais ça. C'est plus, on dirait que c'est ma méditation quand je vais travailler en télé. C'est un peu ça, genre. Ça me fait que... Ça me change les idées. Ça me fait parler à des gens. Ça me fait voir des gens. Ça me fait socialiser. Ça me fait concentrer sur autre chose. Ça me fait... Puis là, je pense plus. Je me concentre là. Puis j'aime ça. Fait que j'enjoy, puis that's it. On dirait que ça... Je pourrais... Pour revenir à ta question, donc, non, je médite pas, mais on dirait que je médite à ma façon. Exactement, parce que Samélois, cette déclinaison de la méditation, elle passe par exemple, ce moment de silence avant d'enregistrer une scène, ou des moments de freestyle sur une planche de skate. Exact. Puis, tu sais, on en a pas parlé non plus, mais je chantais beaucoup quand j'étais jeune, puis avec les années, ça me gênait vraiment beaucoup de chanter, là, j'étais pas très à l'aise. Mais je me suis concentré un peu sur le rap, puis j'ai écrit quelques petites chansons, j'ai record des affaires, puis il y a rien de release, là, c'est vraiment plus personnel là, comme projet. Mais ça aussi, ça fait en sorte que souvent, là, je me suis vraiment défoulé là-dedans, puis je me suis laissé aller, puis je me suis... écoute... écoute, ça fait en sorte que c'est un autre type de méditation, j'imagine, là, c'est une autre façon de se défouler. Je pense toujours à notre film. Il faut que tu fasses la bande sonore et quelques punchlines. Ben oui! Là, Jean-Georges t'arrive. Puis là, il marche sur le pont Jean-Cartier. Puis là, il donne un coup. Puis là, tout s'effondre. Les autos font... Là, il y a des madames qui sortent des autos, man, commencent à courir. Puis là, t'as le plancher qui en arrière. Tu sais, tout le plancher tombe, le pont Jean-Cartier est en train de tomber. Puis là, Jean-Georges, il court vers la madame, puis la madame, elle court. Puis là, finalement, le plancher l'a rattrapé, fait que là, la madame, elle meurt. Puis là, tout le monde est comme... C'est non mais terrible. Puis là, il va falloir trouver le reste, là. Je pense qu'on va refaire 2-3 podcasts pour, comme... partir une bonne base. Après ça, on commencerait à écrire le film. On va pitcher plein d'idées de même, puis à un moment donné, on va être prête à commencer à écrire. Tu vas briser des cœurs. Parce que tes films vont pas bien se finir, forcément. Exact. Mais je pourrais essayer de briser des cœurs, mais je vais m'arranger pour briser des cœurs, mais que les gens comprennent pourquoi je l'ai brisé, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens se font comme, c'est correct. Il me l'a brisé, mais il me l'a brisé pour une bonne raison. Est-ce que t'as une idée de punchline par laquelle commencer ton texte? Mon texte de... Comment mon film va commencer, maintenant? Ton texte de rap, par exemple. Okay. De la bande sonore. Ok, dans la bande sonore, ça pourrait dire... Jean-Georges. Yo, Jean-Georges. Jean-Georges à Montréal. Jean-Georges à Montréal fait des ravages. C'est pas pire, ça, là. Pas besoin de rime. Mais là, pourquoi? Faut que Victor embarque, là. Jean-Georges à Montréal fait des ravages. Jean-Georges fait... Dis... Jean-Georges à Montréal fait des ravages. Puis là, on est parti. Puis là, Jean-Georges à Montréal fait des ravages. Jean-Georges. Puis là, tu vois Jean-Georges courir dans Montréal. Je te dis, ça serait bon. Slow-mo. Et puis, une semaine après, entrer dans le Billboard. Je pense qu'on se ramasse à Cannes avec ça aussi, mon gars. On s'en va voir ta famille à Paris, mon gars. C'est pas à Paris, Cannes, hein? C'est proche de Paris, non? C'est à Cannes. C'est à Nice, c'est dans le sud. Bon, écoute, on passera dire salut à ta famille, pareil. Un petit détour. Sam Éloi Girard. Oui. Tu voulais rajouter? Je voulais rajouter parce que tu vas être mon collègue, tu vas être mon collègue de travail, fait que tu vas me suivre dans tous les galas, là. J'espère que tu vas bien t'habiller. Il va falloir que nos outfits matchent. Aujourd'hui, on matchait en plus, by the way. Moi, j'aime bien garder ce style assez simple. On matchait, pareil. J'ai toujours le même t-shirt. Check le petit bleu. Ah, moi, tu vois, ça, je le porte tout le temps.
Puis je mets souvent de quoi par-dessus. Moins des t-shirts ces temps-ci, on dirait qu'ils me servent à rien. Mes t-shirts, je me mets tout le temps de quoi par-dessus. Fait que à la fin de la journée, j'enlève mon coton watté puis je suis comme bon. Ben, j'ai porté un t-shirt pour rien. Parce que personne l'a vu. Je suis prêt pour les galas. Ouais. On va y aller de même, check, bleu marin. On va se faire des petits outfits. Une fois t'es en rouge, une fois pour y aller en beige. Samuel Girard, merci beaucoup. Merci à toi. C'était cool, je pense. Ça a passé vite. Bye tout le monde!